Bonjour, c'est Céline, magnétiseuse, énergéticienne, maître Reiki, rebooteuse. Aujourd'hui, je vais clôturer donc les fameuses vidéos que j'ai pu faire depuis quelques mois sur les atypiques. Et je vais donc clôturer avec le TSA, c'est-à-dire le trouble de la sphère autistique. Mais avant de débuter, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube, Céline, magnétiseuse énergéticienne, sans oublier donc d'activer la petite cloche afin de recevoir les prochaines vidéos. Et puis aussi à ma page Facebook, donc ma page Facebook qui est donc Céline Magnétiseuse Maître Reiki, où là vous retrouvez donc toutes les conférences, tous les ateliers, toutes les formations que je peux proposer, ainsi que tout ce qui peut m'inspirer dans ce monde. Voilà. Alors le trouble de la sphère autistique, donc on appelle plus communément le TSA. Donc ça relie plusieurs catégories qui sont en particulier donc l'autisme pur. Alors pur plus ou moins, mais je vais le dire comme ça quand même, pur. Le syndrome Asperger et puis aussi donc le TED, le trouble envahissant du développement. Alors, je dirais que je vais quand même vous parler de quelque chose qui est commun entre tous ces syndromes ou ces maladies, on va le dire comme ça, c'est handicap. Je préfère employer le mot handicap puisque c'est considéré comme un handicap en France. Du coup, bah, c'est en particulier un problème de communication et d'altération dans les interactions sociales, où effectivement ça peut être difficile d'être dans la relation avec l'autre. Et puis il y a aussi donc ce qu'on appelle une réticence au changement. Effectivement, c'est quelque chose qui peut provoquer donc du stress, mais j'en parlerai un petit peu plus loin dans mes explications. Et je vais d'ailleurs débuter par l'autisme. Alors, dans ce que je dis, autisme pur, ça dépend bien sûr donc du degré. C'est simplement parce que cela provoque quand même peut-être plus de difficultés que par exemple un syndrome Asperger. Puisqu'effectivement, donc dans l'autisme, on va être vraiment dans une personne qui sera dans son monde intérieur, qui sera vraiment en isolation et qui peut avoir donc automatiquement un langage, une communication qui peut être difficile, voire ne pas avoir de communication du tout, puisque vous pouvez avoir du non-verbal aussi. Donc ça peut être vraiment pas simple. Ce sont aussi des personnes qui peuvent avoir donc beaucoup de peurs, et des peurs souvent liées à un côté hypersensibilité. C'est-à-dire que par exemple, beaucoup de bruit, il va vraiment donc je dirais, leur faire peur. Pour certains, ils vont d'ailleurs aller dans un mouvement répétitif qui est donc souvent le balancement ou se cogner la tête. Voilà, mais ça peut être aussi dans l'hypersensibilité, le visuel. Par exemple, vous voyez, j'ai derrière moi donc les chakras, même s'ils ne sont pas tous représentés. En tout cas, il en manque un petit peu là, voilà. Mais bah, voilà, toutes ces couleurs peuvent perturber, ça peut provoquer un stress du coup visuel. Et ils vont aussi donc retourner donc dans leur peur et pour se rassurer, ils font ces fameux mouvements répétitifs qui sont effectivement ces balancements, mais ça peut être bah, se cogner la tête. Alors quelquefois c'est contre les murs, des fois c'est simplement donc la main, mais c'est très impressionnant. Et, euh, et en tout cas, c'est quelque chose qui, euh, qui va être, bah, qui va les rassurer. Voilà, pour nous, ça peut paraître bizarre, mais non, pour eux, c'est vraiment un côté, voilà, je rentre dans mon monde, ce monde où je me sens donc le mieux. Il n'y a pas forcément de retard intellectuel lié à l'autisme, mais ça peut aussi arriver qu'il y ait un retard intellectuel. Et en parlant de retard intellectuel, donc on peut aussi avoir donc complètement donc l'opposé, qui est donc le syndrome phylocognitif. Et là, la majorité du temps, on passe donc dans un autisme donc lié au syndrome Asperger. Donc le syndrome Asperger, effectivement, on la lit souvent au phylocognitif. Donc je répète, c'est pour ceux qui n'auraient pas vu donc la vidéo, les phylocognitifs, c'est ce qu'on appelle donc les hauts potentiels intellectuels ou ce qu'on pouvait appeler aussi avant donc les surdoués. Et je vous invite d'ailleurs à regarder donc la vidéo donc sur les phylocognitifs et leurs caractéristiques. Et je dirais, ça peut
peut-être vous permettre d'avoir moins de jugement sur ce que c'est qu'un surdoué. Voilà. Donc je reviens à mes moutons. Donc je parlais donc du syndrome Asperger. Souvent, ils ont un côté perfectionniste aussi et exigeant sur un détail que personne ne peut voir à part ces personnes-là. Et ça peut être perturbant si ils sont vraiment, je dirais, un peu obsédés donc, par ce détail. Donc ça peut y jouer. Ils vont avoir aussi des centres d'intérêt précis. Alors moi mon petit Asperger, puisqu'effectivement si vous avez vu aussi donc la vidéo sur le trouble déficitaire de l'attention et hyperactivité, il y a eu d'abord un diagnostic là-dessus pour s'apercevoir que finalement il avait le syndrome Asperger. Et le mien, effectivement, il est alors passionné par les dinosaures, mais pas que, les dragons aussi. Et ça peut être aussi le système solaire. Enfin bon, dès qu'il s'intéresse à quelque chose, il va vraiment l'étudier à fond. Et c'est le cas effectivement des syndromes Asperger, puisqu'ils vont tellement étudier à fond je dirais, le domaine qui les intéresse, qu'ils peuvent même devenir donc, des experts. D'autant plus que la majorité du temps, ils ont une mémoire remarquable. Et ça, c'est vraiment assez impressionnant. Et simplement lire un livre, ils peuvent le connaître par cœur. Voilà, mon petit Asperger à moi, il avait un an, même pas un an, qu'on lui lisait beaucoup donc d'histoire et en fait il pouvait vous répéter mais vraiment tout le livre. Il avait juste à regarder l'image et il répétait vraiment tous les mots. Et ce qui l'a aidé d'ailleurs dans l'acquisition donc je dirais de la lecture effectivement pour après. Ils ont aussi une perception différente donc de la vie et du monde qui les entoure. D'ailleurs, il faut savoir qu'ils sont très très éveillés et que la majorité donc non, je vous dis une bêtise, c'est pas la majorité. C'est qu'il y a pas mal de personnes qui se mettent dans le bien-être et qui ont en particulier ce syndrome-là, parce que effectivement, ils perçoivent des choses que d'autres ne peuvent pas percevoir forcément comme ça au premier abord. Voilà, on va le dire comme ça. C'est la petite aparté, on va dire, énergétique. Par contre, effectivement, il y a j'irais leur caractéristique qui est, j'irais commune aux autres, c'est le pouvoir créer donc des liens avec les autres. Avoir des amis, ça peut être difficile ces échanges parce que il y a beaucoup les émotions donc qui vont jouer et il y a une incompréhension hein, que ça soit donc d'une part comme de l'autre. Hein. C'est-à-dire que comme je disais pour un petit détail quelquefois ça peut prendre des proportions énormes et l'autre en face ne va pas forcément comprendre. Comme nous on va pas comprendre pourquoi vis-à-vis de ce détail la personne ne fera pas attention, voilà. Et ça peut provoquer donc des soucis, effectivement, peut-être des querelles, mais d'un point de vue émotionnel, ça peut être très 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 intense. Voilà, voilà. Ensuite, donc, nous avons donc les TED. Alors, j'ai plusieurs sons de cloche. Là, je ne connais personne qui a... Enfin, personne. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas prononcé, donc, dans mon entourage, que ce soit mes connaissances ou ma famille, le TED, c'est-à-dire le trouble envahissant du développement. Apparemment, pour certains, le TED, c'était le nom avant donc, le TSA. Pour d'autres, le TED fait partie du TSA. Donc là, je dirais que je préfère pas m'avancer, vous dire de bêtises. Vous pouvez voir sur Internet, voilà, il y a plusieurs choses qui sont dites donc dessus. Mais en tout cas, voilà, ce sont, de toute façon, l'autisme en soi, c'est quand même un trouble envahissant du développement et en particulier sur les relations sociales. Alors pour le diagnostic d'une personne qui est autistique ou qui se soupçonne être autiste, il y a plusieurs manières de faire. Je vais d'abord faire au niveau des enfants. Alors au niveau des enfants, donc ça peut être éventuellement un pédopsychiatre qui peut le faire. Moi personnellement, par rapport donc à l'un de mes enfants pour l'instant, mais on pense quand même le faire sur l'autre parce que effectivement, on ne sait jamais, on va le dire comme ça. Vaut mieux faire donc les tests et puis après on saura si oui ou non. Et on pourra donc agir en conséquence après.
Mais effectivement, nous, ça a été donc la neuropédiatre, donc en complément du pédopsychiatre, qui a pu donc faire ce diagnostic. Alors, il y a toute une batterie de tests hein, qui ont été faits, bien sûr, avant, pour écarter donc certains, donc, je dirais, troubles qui peuvent être toutefois associés, voilà. Mais effectivement, donc suite à tout le compte rendu de tout ça, donc la neuropédiatre a pu acter, et effectivement, donc le pédopsychiatre aussi donc a pu acter ceci, ce qui nous a donc aidé pour d'autres démarches par la suite. En tant qu'adulte, vous avez aussi donc plusieurs possibilités, qui est donc le psychiatre, mais aussi un simple médecin généraliste pourrait le faire. Cependant, je préfère donc préciser vis-à-vis que ce soit les psychiatres ou les médecins, il est quand même intéressant qu'ils soient spécialisés au niveau de l'autisme. Parce que bah, c'est vrai que certains aspects, vous voyez, comme nous, notre enfant, bah, le trouble déficitaire de l'attention hyperactivité, alors qu'en fait, c'est vraiment le trouble de la sphère autistique et vraiment dans tout ce qu'on a pu faire, oui, on sait bien que il est dans cet aspect-là et finalement pas dans l'autre catégorie. Donc c'est vraiment très intéressant de faire quand même donc bah, je dirais donc ce qui est demandé par ce psychiatre spécialisé ou ce médecin spécialisé hein, vis-à-vis de l'autisme pour pouvoir vraiment donc diagnostiquer et acter et quelquefois peut-être vous soulager donc par rapport à votre incompréhension vis-à-vis donc du monde mais aussi des relations que vous pouvez avoir. Donc voilà. Et il existe aussi ce qu'on appelle donc le centre de ressources de l'autisme qu'on appelle plus communément le CRA. Que ça soit par je dirais par d'un côté libéral ou par les CRA, ben, chacun ont leur avantage comme leur inconvénient. En particulier, bah, les CRA sont vraiment très très pris. Et donc du coup, bah, ça demande, je dirais, énormément de temps pour que ça soit diagnostiqué. Je parle en connaissance de cause parce qu'effectivement, quand on a fait donc pour le diagnostic donc de notre enfant, effectivement, ça m'a interpellée parce qu'il y avait beaucoup de choses où je me posais des questions sur moi-même. Et gentiment, quand j'ai parlé donc à la neuropédiatre, que je lui ai parlé de certaines choses qui me concernaient, elle m'a montré une petite BD qui s'appelait Aspergirl, je crois. Et, et en fait, elle m'a dit, ça serait peut-être intéressant que vous fassiez le diagnostic. Et bon, j'ai dit, bon, bah d'accord, j'ai compris. Mais bon, bah voilà. Donc, j'ai essayé de voir auprès du CRA et gentiment, on m'a dit qu'il y avait quand même 2 ans de délai. Donc bon, j'ai quand même rempli un dossier, mais là, pour l'instant, je suis en réflexion pour aller voir donc un psychiatre spécialisé dont on a pu me donner le nom. Donc je ne sais pas encore. En tout cas, je vous tiendrai au courant si toutefois donc bah, ça arrivait. Donc, voilà. Mais voilà, c'est effectivement donc ma partie personnelle où moi aussi j'ai pu éventuellement en énergétique, voilà, pu travailler. Ça me passionne tellement que bah, j'ai envie je me pose plein de questions, je lis beaucoup de livres, je fais quelques formations, pas mal de formations aussi. Donc, ce qui fait que bah, voilà, le titre Céline, magnétiseuse, énergéticienne, maintenant rebooteuse, maître Reiki, formatrice en magnétisme. Enfin, certainement que ça va se rallonger hein, au fur et à mesure. Mais voilà, c'est que je suis tellement passionnée, c'est que j'ai envie d'aller vraiment à fond dans ce domaine-là. Les bruits, par exemple, m'insupportent. Donc, bah, quand on a des enfants qui peuvent crier, qui peuvent avoir aussi donc des troubles, quelquefois ça peut être très difficile, voilà. Et bah, effectivement, comme pour je dirais ce côté donc TSA, je peux avoir des difficultés vis-à-vis des relations sociales et des incompréhensions vis-à-vis donc des autres, comme les autres peuvent ne pas me comprendre aussi. Voilà, je vous parle d'un point de vue personnel, je suis vraiment honnête vraiment là-dessus, parce que bah, c'est pas parce qu'on est thérapeute que tout est parfait dans notre vie. Non, effectivement, on a travaillé sur nous comme tout le monde et que ça n'empêche pas qu'on peut quand même donc aider les autres, puisque souvent, il faut d'abord travailler sur soi avant de pouvoir travailler sur les autres aussi. Donc voilà, tel est mon cheminement. Bon, petit aparté, on enlève. Sachez que donc tout ce qui était ça, bah, en fait, ça ne se soigne pas, qu'il n'y a pas de médicament spécial ou quoi que ce soit, mais il y a quand même une prise en charge qui peut être adaptée, bah, entre autres par rapport aux relations sociales, et en particulier donc ce qu'on appelle des groupes d'habileté sociale. C'est vraiment pour mieux vivre et puis bah, pour nous faire éventuellement évoluer
Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Par contre, effectivement, ces prises en charge sont généralement donc à vie, hein, puisque bah, quand on a le TSA, bah, comme pour tous les syndromes atypiques, hein, je dirais, même si pour certains, on peut peut-être estomper plus facilement, voire guérir pour d'autres. Selon bien sûr certains scientifiques, hein, je ne vais pas l'affirmer non plus. Donc bah, effectivement, c'est à vie, hein, on est comme ça et on mourra comme ça. Donc voilà. Bon, eh bien en tout cas j'étais ravie de pouvoir faire cette petite série auprès de vous. Je le répète, si je les ai faits, c'est vraiment pour que chaque personne puisse comprendre les caractéristiques, mais aussi les difficultés de chaque côté atypique. Mais c'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on ne peut pas transcender tout ça et transformer pour pouvoir avancer dans notre vie, effectivement. Et puis voilà, on a tous notre mission de vie, je vais le dire comme ça, euh, selon donc les catégories qu'on doit aller. Et que malgré les difficultés, les peurs, voire des croyances, eh bien, on peut y arriver. Et ça, je tiens vraiment donc à le signaler. Et je suis très heureuse d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et je dirais même avec mes difficultés, eh bien j'avance. Et j'avance vers là où j'ai envie d'aller. Et c'est ça qui est donc le plus merveilleux. Donc voilà, donc si vous avez donc des questions, des commentaires à faire, eh bien même si je ne les valide pas tout de suite, bon en tout cas sachez que je les vois à un moment donné et je réponds donc toujours. Je vous souhaite en attendant donc une bonne journée ou une bonne soirée comme d'habitude au moment où vous verrez donc cette vidéo. Et puis on se retrouvera dans d'autres vidéos où ça va être certainement des questions-réponses puisque depuis j'ai eu pas mal donc de petites choses qui ont été demandées, hein. Mais on verra entre autres sur ce fameux jugement comme j'aime beaucoup en parler. Voilà, donc ça peut être sur le jugement, les peurs, les croyances aussi, j'ai eu ça aussi. Donc on verra bien, mais en tout cas n'hésitez pas donc à mettre des questions. Et puis donc je répondrai par une petite vidéo ou par un article sur mon blog qui s'appelle Le Troisième Œil, sur donc le site que je vais vous indiquer aussi en commentaire ou en description. Voilà, voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, comme vous voulez. Et puis, on se reverra d'ici peu. Ciao, ciao!